sur cette table ronde. Vous avez eu raison de rester. Raison de rester. Cette table ronde, elle est à la charnière, bien sûr, entre cette fin de journée où on a beaucoup parlé innovation, intelligence artificielle, avec à chaque fois des panels d'entreprises, de médecins, de chercheurs pour voir quels pouvaient en être les usages. Demain, Meditech aura des tables rondes qui abordent des sujets plus larges, la démocratie en santé, les territoires, la santé participative, l'engagement des professionnels de santé. Et au fond, c'est bien qu'on se situe à la fin de cette journée parce qu'on est sur un sujet charnière. Domicile et prévention, aujourd'hui, peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle, des innovations technologiques et peuvent bénéficier de l'engouement pour construire des gains de santé sur les territoires. Mais ce n'est pas facile, on ne comprend pas bien pourquoi et avec qui. Alors on va essayer de débrouiller des sujets lors de cette table ronde. Et d'abord, juste 2 chiffres, le mur qui a commencé à s'abattre sur nous. Lorsque on parle vieillissement et maladies chroniques, moi, je pense, j'ai toujours cette image du mur de tsunami qui s'élève dans la mer et puis qui commence à arriver. Le professeur Vélas, le fondateur de ICOP à Toulouse, dont on parlera tout à l'heure avec Fatih Nourachemi, dit que dans la progression du nombre de personnes qui se présentent aux urgences depuis plusieurs années, il y a une progression de 400% de personnes âgées. On n'arrive pas aujourd'hui à ouvrir toutes nos urgences tous les jours. On n'a pas assez de professionnels, il y a trop de patients par rapport aux mètres carrés qui sont disponibles, aux professionnels disponibles. Et donc, je comprends qu'il faut multiplier par 2 ou par 3 le nombre de très grands seniors qui, s'ils ne sont pas stabilisés dans leur dépendance, vont continuer à affluer aux urgences. Il y a un tout petit problème là. Et ce petit problème, il est multiplié par la progression des maladies chroniques. On dit que 20% de nos concitoyens sont atteints par une maladie chronique et on sait, Fatih, sous votre contrôle, que les personnes âgées, quand elles en ont une, elles en ont entre 2 et 3. Quand elles n'en ont pas, et donc il faut essayer de ne pas en déclencher, mais quand on en a entre 1 et 2 et 3. Ça veut dire que les enjeux prévention domicile, et pourquoi domicile? Parce que maintenir au domicile, c'est un gain de qualité de la vie, et c'est en même temps un gain de santé, et développer des politiques de prévention, de soutien, de soins ou d'accompagnement au domicile, ça exonère notre système de soins, tant financièrement que par la charge qui pèse sur les professionnels. Alors, pourquoi ça changerait aujourd'hui? C'est ça qu'on se demande, parce qu'au fond, ça, j'aurais pu le dire il y a 2 ans, il y a 3 ans, on le sait, et pourquoi ça changerait aujourd'hui? Ma première question, elle est à un acteur. Alors, lui, Dominique Pont, on se dit, tiens, elle va l'interroger pour savoir en quoi le numérique et en quoi ces progrès peuvent faire changer d'angle et progresser ces sujets de prévention au domicile. Mais en fait, ce que les gens ne savent peut-être pas complètement, c'est que tu es directeur général de la Poste Santé Autonomie, directeur général adjoint de DocaPost, et que c'est pour ces fonctions-là que je vais te demander, toi, quelle est ta vision? Pourquoi ça changerait demain et en quoi un acteur comme La Poste peut être intéressé à ce sujet-là? Bonjour à tous, merci Anne-Marie pour l'introduction. Le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est que tout le monde sait qu'il faut aller vers la prévention avec le mur du vieillissement de la population. Dans 30 ans, on passera un tiers de notre vie après 60 ans. Donc il
faudra bien le résoudre avec l'explosion des maladies chroniques. Mais en vrai, si on regarde ce qu'on fait depuis 20 ans sur le sujet de la prévention en France, en termes de politique publique, de réforme des parcours, d'approche populationnelle, de manière générale sur tous ces sujets, même autour du bien vieillir, ben, ça avance à 2 à l'heure. En vrai, ça avance à la vitesse de la tectonique des plaques, Anne-Marie, ça. Ça n'avance pas. Ouais, ça avance pas. Alors pourquoi? Comment et pourquoi? Et, non, et en fait, je pense que ça ne va pas se passer comme ça avec un truc... comme d'habitude en France, ça va arriver sous le mur de la contrainte et au dernier moment. Parce qu'on adore en fait attendre le dernier moment. Pour l'instant, on intellectualise. Et donc, il y a quelques pionniers, tu vois, Antoine, qui bossent sur l'approche populationnelle avec je ne sais pas combien d'articles 51. Ben, quand est-ce qu'on va passer à la généralisation? Tu as le programme ICOP développé dans plusieurs territoires, Bruno Velas, mais tu as plein de territoires qui font ça. Et malgré ça, ben, on attend toujours un petit peu le dernier moment pour faire avancer ces sujets. Donc nous, on fait partie des quelques personnes, et tu as quand même pas mal de monde aujourd'hui en France, hein, avec le groupe Caisse des dépôts et consignations, qui est vraiment l'actionnaire du groupe La Poste, le groupe La Poste qui se dit, de toute façon, il faut y aller, parce que ça va arriver. De toute façon, il faudra traiter ces sujets d'approche populationnelle pour traiter en masse, en préventif, en proactif des sujets de prévention. Parce que sinon, le système de santé va exploser. Et donc, notre intuition derrière, c'est que pour faire ça, il faut avoir un sens de l'intérêt général et être un acteur de long terme, parce que tu ne peux pas juste être une start-up et être là pour 2 ans. C'est des sujets qui vont se traiter dans le temps. Il faut avoir une certaine puissance, pérennité, solidité, etc. Il faut avoir une logique d'intérêt général. C'est un groupe industriel, mais à capital public. Donc, il faut être capable d'investir sur le long terme, donc parce qu'on pense qu'il y a un sujet sociétal derrière. Et nous, notre intuition, c'est que ça va se résoudre avec quelque chose de très humanisé, très dernier kilomètre, très dans la capacité à aller voir toutes les populations les plus reculées, les plus vulnérables, franchement. Mes parents, je sais pas, Parkinson, Alzheimer, tu ne vas pas les mettre derrière un outil d'intelligence artificielle, il va falloir aller les voir, il va falloir que des auxiliaires de vie s'occupent d'eux au quotidien. Donc nous, on croit qu'on a une capacité à participer à l'ensemble des acteurs qui vont voir les gens chez eux pour repérer, réintégrer dans les parcours de soins, saisir de la donnée aussi. Ce sont vos facteurs qui vont y aller aussi? Facteurs, par exemple, sur le ICOP, ce qu'on appelle le Step 1, c'est-à-dire le niveau avec une certification de base pour aller juste aider les gens à faire quelques tests, faire du repérage de fragilité avant le Step 2, où là, ce sont des professionnels de santé. Là, on est capable. Mais on a aussi acheté des sociétés de prestations de santé à domicile, de services d'aide et d'accompagnement à domicile, des plateaux infirmiers de télésurveillance, pour être sur tout le continuum de la chaîne de la santé à domicile, parce qu'on pense que beaucoup de choses en termes de prévention, notamment sur le bien vieillir, va se passer au travers de services humains. Et l'autre point, c'est qu'à côté de quelque chose de très humain, je crois, mais je viens de là, je suis geek, tu le sais, je pense qu'il faudra être super tech. Il faudra utiliser de la technologie. L'IA aujourd'hui pour de l'adressage, du repérage de population qu'il faut aller voir en proactif. Tu as des outils aujourd'hui d'IA qui sont capables de faire ça. L'IA pour, une fois que tu as détecté des fragilités de personnes âgées ou sur des maladies chroniques, pour essayer de ne pas engorger complètement le soin ou les professionnels de santé, sinon on va faire exploser le système. L'IA permet finement, par pathologie, par parcours, de travailler, de sectoriser, de vraiment dimensionner ce qu'il faut pour intégrer finement et intelligemment le parcours de soins. Donc derrière ça, il faudra beaucoup d'outils numériques, des outils de parcours. Tu vois le bazar que c'est aujourd'hui, les outils de télésurveillance, télésuivi, téléconsultation, tu as des centaines d'outils. Tu en as autant que de médecins pratiquement dans les hôpitaux. Ça va exploser ce système-là, il va falloir rationaliser. Mais pour ça, il faudra faire des choix. Il faudra qu'au niveau politique, on ne mène pas tous les combats à la fois, on fasse quelques choix et on aille jusqu'au bout d'une réussite collective en France sur ces sujets. Et évidemment, à l'aune en plus de l'actualité mondiale, et en termes sanitaires, en termes de numérique, nous, on aura le maillot de la souveraineté française et européenne. Oui, ça c'est important. Et ce qui est important, oui, on peut applaudir cette ambition-là, bien évidemment. Et ce qui est important, et également dans le contexte international, c'est d'essayer de bâtir des politiques qui s'appuient sur la science et qui s'appuient sur une vision avec des outils démontrés. Alors, le professeur Fathi Nourhachemi, j'aimerais qu'elle nous dise, elle est gériatre, elle est présidente du centre hospitalo-universitaire de Toulouse, elle a des responsabilités nationales dans le monde national de la gériatrie. Je voudrais que vous nous disiez,
en écho à la façon dont Dominique terminait son intervention, détecter les fragilités pour éviter que quelqu'un ne s'enfonce dans la dépendance. Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est uniquement un espoir que nous avons? Est-ce que c'est intuitif ou est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai sur un plan physiologique? Parce que si c'est vrai sur un plan physiologique, on voit bien qu'on peut y accrocher une plateforme numérique de suivi et de soutien. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est uniquement dans nos têtes qu'on a envie de ça ou est-ce que ça marche? Alors, ce n'est pas uniquement dans nos têtes. Ce que vous avez dit est extrêmement important. Effectivement, on a tous espoir de passer globalement un tiers de notre vie après l'âge de 60 ans. Et ça, c'est une avancée majeure et c'est une grande chance lorsqu'on sait que la majeure partie quand même de cette population vieillit globalement en bon état de santé, même s'ils ont une ou deux maladies chroniques, ils sont encore capables de faire ce qu'elles ont envie de faire. L'élément important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les données scientifiques montrent que la population qui avance en âge, après 60-70 ans, est une population extrêmement hétérogène. Si on avait ici une salle de personnes de 30 ans ou 40 ans, les uns et les autres, on se ressemblerait à peu près ou prou avec des indicateurs physiologiques, etc., quasi similaires. Mais si on avait un amphithéâtre d'octogénaires, par exemple, il y a une très grande hétérogénéité avec une majorité des personnes qui vieillissent globalement pas si mal que ça. 10 à 15% de patients dépendants, et c'est ceux-là qui font des allers-retours aux urgences et avec un coût émotionnel et un coût économique important. Et entre les deux, la population fragile, ce sont des personnes qui, à l'œil nu, paraissent comme étant comme les personnes en bon état de santé, mais qui ont une baisse de leur capacité de résilience, autrement dit, une baisse de leur capacité à répondre au stress, quel qu'il soit, un veuvage, un déménagement, une maladie. Et donc, à chaque occasion de stress, ces personnes vont perdre un peu de leur capacité intrinsèque et vont glisser vers la trajectoire de vieillissement avec dépendance. Ce que l'on sait aussi, c'est que les portes d'entrée dans cette fragilité sont multiples. On peut y entrer par un état dépressif, par une chute, par un état nutritionnel mauvais. Et globalement, le deuxième élément important, c'est que c'est réversible. Et toutes les données scientifiques le montrent. À partir du moment où on en a fait le repérage, le diagnostic, si on met en place des mesures de prise en soin correctes, personnalisé, on arrive à remonter ces personnes sur une trajectoire de vieillissement réussi. Et donc, juste pour vous donner un article qui a été publié il y a 3 mois dans Lancet Longevity, qui montre à partir de cohortes anglaises et de cohortes chinoises qu'aujourd'hui, une cohorte de 70 ans ressemble sur ses paramètres physiologiques fonctionnels à une cohorte de 60 ans il y a 10 ans. Donc ces mesures-là, quand même, ça marche, que ce soit la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire ou autre. ICOP est basé sur cet élément-là. ICOP, c'est Integrated Care for Older People, ou soit intégré pour les personnes âgées, ou à partir des données scientifiques de la littérature, l'Organisation mondiale de la santé a souligné l'importance de 5 capacités intrinsèques pour vieillir en bon état de santé, que sont la mobilité, l'état nutritionnel, l'état sensoriel avec l'audition, la vue, l'état psychologique et l'état nutritionnel. Et le suivi de ces capacités intrinsèques, en fait, nous met un peu même en amont de la fragilité. Vous voyez, on passe un peu en amont. Et ICOP, c'est le suivi digital de ces capacités intrinsèques qui peuvent être, alors l'originalité est là, peuvent être faites avec des outils standardisés, reproductibles, de courts, des petits outils, et qui sont faisables par la personne elle-même, par les professionnels de santé, mais aussi des professionnels qui ne sont pas de la santé. Et ça, c'est l'originalité. Donc ça permettra à la personne elle-même de s'en rendre compte. Fatih, juste une question, parce que je crois avoir lu qu'on a déjà des premiers résultats de ICOP. C'est ça, puisque ICOP commence à se déployer, est parti en Occitanie. C'est un article 51 du ministère de la Santé. Il commence, ce qui est un problème, mais enfin bon, ça lui permet d'exister.
il commence à se déployer en France. Et il me semble avoir vu qu'il y avait des résultats, c'est ça? Alors, on a publié effectivement les données initiales des personnes, et globalement, c'est des personnes en bon état de santé. Hein, et on voit quand même qu'on arrive à détecter des difficultés dans les capacités intrinsèques qui étaient passées inaperçues avec la médecine classique. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est davantage sur une médecine fonctionnelle plus que sur une médecine par pathologie. Et il faut arrêter de réfléchir en silo. La médecine aujourd'hui n'est plus adaptée à ce que vous avez dit, c'est-à-dire la polypathologie que l'on voit. On ne peut pas passer le lundi chez le cardiologue, le mardi chez le neurologue et ainsi de suite. Donc il faut vraiment regarder l'état fonctionnel. Et demain, on va aller vers des biomarqueurs digitaux prédictif d'un état péjoratif. Je m'explique. Quand une chute survient, on dit que c'est un élément qui peut faire basculer la personne dans la fragilité. Mais on sait bien que plus on est en amont, plus ça marche, hein, et plus on est efficace et efficient. Et donc, il y a des données robustes là aussi qui montrent que dans les semaines ou les mois précédant une chute chez une personne âgée, on peut détecter des différences de vitesse de marche, des différences de longueur de pas, etc., qui sont des prédicteurs robustes de survenue d'une chute. Oui, ça c'est très important. Ça sera l'avenir. Voilà, ça c'est très important parce que ça signifie qu'au fond, des professionnels de santé en ville, hein, peuvent, sur la base du programme, s'engager dans de la détection de la fragilité avec des résultats qui permettent aux personnes de rester chez elles et d'informer les professionnels de santé si jamais il y a une dégradation. Donc on est dans du proactif plutôt que d'être dans du réactif. Antoine Malone, il a la particularité d'être une espèce de prêcheur en France. Et pourtant, il est chercheur lui-même. Il connaît par cœur les systèmes de santé. Il a beaucoup visité les systèmes de santé dans le monde et il s'est beaucoup intéressé depuis quelques années aux systèmes de santé dits populationnels intégrés, c'est-à-dire qui prennent en charge une population, pas seulement one shot parce que quelqu'un est tombé aux urgences, mais qui prennent en charge une population un peu avant que les choses ne se dégradent et pour essayer de stabiliser. Alors, il fait ça en France, il le fait avec la Fédération hospitalière de France. J'ai coutume de dire, et c'est absolument pas péjoratif, qu'il le fait à la gomme et au crayon, et au contraire, je loue son courage, parce que, ils ont peu de moyens pour faire ça, mais il le fait dans maintenant une dizaine de territoires. Mais c'est pas tant sur ce que tu fais en France, on y reviendra peut-être, mais j'avais envie de te demander, Antoine, dans ces systèmes que tu as observés, à l'échelle internationale. Donc, ils sont complètement décentrés par rapport à ce que nous savons faire en France, hein, puisqu'ils sont territoriaux, ils sont décentrés par rapport à l'hospitalocentrisme. Et alors, c'est quoi? C'est des lubies ou est-ce que ça marche? C'est 2 ans comme ça, le temps d'élire quelqu'un dans un territoire, ou est-ce que ça marche? Oui, merci. Et peut-être pour construire sur ce qui a été dit à l'instant et par Dominique et professeur, cet enjeu, si on veut, du vieillissement de la population et des pathologies chroniques, malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir. C'est partout, bien sûr, dans des pays, disons, développés, mais pas que. D'ailleurs, on voit même dans un pays en voie de développement, on voit ces enjeux-là. Donc, ces enjeux de dire, mais comment est-ce qu'on va être capable de garder notre système de santé solidaire pour tous, alors que les besoins de santé augmentent, les gens vieillissent, il y a de plus en plus de maladies chroniques, il y a des inégalités de santé, comment on va et les coûts augmentent. C'est-à-dire qu'en France, on met quand même 12% de notre PIB sur la santé. C'est beaucoup d'argent. D'autres choses doivent être financées aussi, l'école, l'armée, pourquoi pas, hein, mais l'école, les routes, les trains, tout ça. Donc, on a vu s'engager cette réflexion pour dire comment on peut avoir un système de santé qui n'est pas réactif, donc qui n'attend pas que les gens débarquent aux urgences parce que ça coûte cher, parce qu'on sait que les systèmes de soins au sens strict, donc l'hôpital, n'expliquent que 20% de l'état de santé d'une population.
Ce qui fait la bonne santé d'une personne, c'est d'abord son environnement social, la façon dont elle vit, est-ce qu'il y a des amis, est-ce qu'il travaille, etc. Donc, comment on construit ça? Et on voit se démarquer partout autour de nous une transformation profonde des systèmes de santé. Et en vérité, qu'on peut voir à l'œuvre en Espagne, il y a un système régionalisé, hein, avec un système catalan, basque, etc. Mais dans chacune de ces régions, on a des systèmes territorialisés. On retrouve la même chose dans les pays scandinaves, la même chose maintenant en Italie. Et on a vu que l'épidémie de COVID a été un accélérateur pour beaucoup de pays où on a eu la même chose qu'ici. Une épidémie qui tape en particulier les personnes âgées, les personnes en situation de précarité, qui arrivent à l'hôpital. Et les gens se sont dit, mais ma foi, on devrait être meilleur en prévention. Et comment on fait? Eh bien, pour être bon en prévention, il faut être en proximité. Donc, une échelle plutôt territoriale. Il faut connaître un peu ses habitants, les gens qui travaillent autour, hein, les professionnels. Il faut avoir des outils robustes, donc se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire pour cette population en fonction de ses besoins de santé. Et là, c'est le rôle des référentiels comme ceux d'ICOP, de l'OMS, mais aussi ce qu'on voit partout à l'étranger, cette idée de construire une pyramide des besoins de santé de la population, de quoi ça a l'air les gens qui ont des facteurs de risque de développer une pathologie, les gens un peu malades, beaucoup malades, et qu'est-ce qu'il faut faire pour chacun. Et à partir de ça, il faut construire une stratégie territoriale. Donc, comment on trouve les gens qui devraient profiter de ces actions de prévention? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et d'abord, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes, chez eux, dans leur vie pour rester en santé? Comment on les accompagne? Ceux qui sont un peu malades, comment on s'assure qu'on les garde en meilleure santé? Et ces modèles-là, en vérité, que l'on soit au Pays Basque, qu'on soit au Danemark, qu'on soit en Californie, qu'on soit en Vénétie, en Italie, vous allez retrouver à peu près exactement les mêmes façons de fonctionner. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que ce n'est pas une question de culture, ou c'est pas, on sait bien, les Suédois, ils vivent toujours en santé, mais nous, on est des Latins, etc. Mais les Espagnols sont des Latins aussi. Et pourtant, on voit ces approches. Et le résultat, maintenant, on a des évaluations. L'OCDE a mené. Est-ce que ces systèmes intégrés, préventifs, territoriaux, est-ce que ça marche? Eh bien, la réponse est oui. C'est-à-dire que la population du Pays Basque vit plus vieux, en meilleure santé, pour moins cher qu'en France. C'est aussi simple que ça. Et on voit d'autres évaluations. Par exemple, l'OCDE a mené une évaluation où ils se sont dit, mais si en France, on était, disons, aussi performant qu'un système intégré qui existe déjà en Allemagne, dans une région, on pourrait allonger l'espérance de vie en France de 10 ans, l'espérance de vie sans incapacité de 6 ans, et diminuer nos dépenses de santé de 3,5 %. Ce qui est phénoménal, et ça nous donne une idée de la marge aussi de progression qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup mieux sans avoir moins de ressources, mais avec les ressources qu'on a actuellement, on peut faire beaucoup mieux et on y est prêt. Et donc ça, ce que tu disais, Dominique, sur le futur va arriver, mais effectivement, le futur, il est déjà là. C'est-à-dire, il est autour de nous. Et ça nécessite, bien sûr, si on se dit que sur ces territoires, on va suivre tous ensemble les personnes âgées pour les garder en santé, il faut des outils pour ça. Il faut plus qu'un bloc-notes et des tableaux Excel. Il faut, à un moment donné, des ordinateurs, il faut des tablettes pour dire, mais oui, cette personne-là correspond bien aux gens qu'on devrait aller chercher. Voici ce qu'on devrait faire. Voici, vous pouvez appeler si vous avez des soucis. Il faut des outils. Et donc, cette vision-là de dire, mais il nous faut un système d'information robuste pour nous permettre de faire ce qu'on veut faire, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui partout autour de nous et qui permet après, que ce soit un facteur ou un professeur, de dire, quand j'ai la personne en face de moi, je sais où elle en est dans son parcours, ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on l'envoie s'il y a un souci, qu'est-ce qu'elle peut faire chez elle, et quand la personne est chez elle, c'est où appeler, dire, ouf, ça ne va pas super bien, on l'appelle et on a de la bonne réponse. Donc, ce sont des choses aujourd'hui qui existent, qui fonctionnent et qui, d'ailleurs, on a des éléments qui montrent que c'est possible en France. Maintenant, l'étape, comme tu disais, Dominique, c'est de dire, go, on peut le faire, on peut avoir confiance et y arriver. Alors, on a des bases qui montrent que ça marche, on a des bases scientifiques, des bases d'expérience. On voit bien que le système dont il parle est un système qui est complètement opposé au nôtre, complètement opposé, puisque le nôtre, il est, parce qu'il s'est construit comme ça, notre assurance maladie, elle est là pour rembourser la maladie,
hein, et elle n'a pas été construite au lendemain de la Deuxième Guerre pour favoriser le bien-être et la santé tels qu'on les définit aujourd'hui. Donc on voit le gap considérable qu'on a à franchir. Et pour le coup, on se dit, si on a autant de difficultés à promouvoir ces systèmes-là, c'est peut-être parce que la question du financement, elle est très compliquée. Et on voit, je disais que le ICOP bénéficie d'un article 51, donc c'est quelque chose qui est une aide de l'État, mais qui est une aide de l'État expérimentale. Hein, c'est borné dans le temps. Et Antoine lui-même fait des programmes de santé populationnelle, de suivi des maladies chroniques dans un certain nombre de départements avec le soutien d'un article 51. L'article 51, il peut s'arrêter demain, ce n'est pas un système, hein, c'est une expérimentation dérogatoire. Alors j'ai envie de poser la question à Marianne Kermoal-Berthomé. Elle est directrice des politiques sociales à la Caisse des dépôts et c'est quelqu'un qui connaît parfaitement, du fait de ses responsabilités antérieures, notre système, à la fois avec ses possibilités et ses limites, hein, et notre système de financement. La Caisse des dépôts, c'est un groupe assez particulier parce qu'au fond, il est très large. Hein, et donc, je ne sais pas quelle est la vision que vous avez aujourd'hui sur ces besoins de financement dans les territoires, puisque vous coportez la Poste, vous coportez la Banque des territoires, la BPI, qui est notre banque d'investissement nationale, et MEIS, qui est un secteur de personnes âgées et d'EHPAD, d'autres choses que je ne connais pas. Est-ce que, devant cette difficulté d'inventer aujourd'hui, comme ça, un modèle de financement très différent du remboursement à l'acte, est-ce que vous avez une vision d'investissement dans les territoires qui peut aider des acteurs qui ont envie de s'y mettre ? Alors effectivement, le constat qui a été un peu partagé par les membres de cette table ronde, c'est de dire qu'aujourd'hui, notre système de financement de la santé, il n'est pas adapté à la prévention, il n'est pas adapté au financement de l'innovation, il n'est pas adapté au financement des parcours, parce qu'il est fondé encore majoritairement à l'acte, parce que sur un certain nombre de dispositifs comme la prise en charge de la perte d'autonomie, c'est un financement qui est segmenté entre la sécurité sociale et les départements. Donc ça n'aide pas à innover et à donner de la lisibilité sur le financement. C'est un système qui, finalement, sait très mal prendre en charge la prévention. Quand on regarde dans les comptes nationaux de la santé, la prévention, c'est 2% des dépenses de santé selon l'adresse. C'est 7 milliards d'euros. C'est tout petit et puis c'est essentiellement du dépistage, des vaccins. Et encore, on compte encore les vaccins Covid dans ces 7 milliards de 2023. Et donc c'est vrai que la prévention, l'assurance maladie ne sait pas appréhender le modèle en disant quel est le retour sur investissement. C'est un retour sur investissement de long terme. Qui en profite ? C'est un peu tout le monde. C'est évidemment le système de santé lui-même. C'est les patients, ce sont les employeurs avec des salariés qui sont en meilleure santé. Et puis, le financement de la prévention, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un acte et ce n'est pas une intervention. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de complexe. Alors, évidemment, les choses évoluent grâce aux réflexions de ces dernières années. Les expérimentations de l'article 51 sont un vrai espoir. Maintenant, de nombreux acteurs attendent la généralisation. Et c'est vrai que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, elle a permis de faire rentrer dans le droit commun de financement ou d'organisation un certain nombre d'expérimentations de l'article 51 qui étaient probantes. Simplement, voilà, le temps des acteurs est plus long, enfin en tout cas est trop long pour ceux qui sont à la tâche. Par exemple, la généralisation du financement des articles 51 ICOP, on les attend toujours. Le fait d'évoluer aussi vers un financement avec une responsabilité populationnelle, c'est aussi une avancée par rapport aux modalités classiques, mais on voit que le chemin est encore long. Et le deuxième sujet de notre système de financement,
c'est qu'il est majoritairement assis sur l'assurance maladie obligatoire. Et ça, c'est aussi une particularité par rapport aux comparaisons internationales. On a 80% des dépenses de santé qui sont solvabilisées par l'assurance maladie, 12,5% par les complémentaires et moins de 8% par les ménages eux-mêmes. Or, quand on cherche un business model sur une innovation, sur un nouveau parcours, à la limite, peu importe le financeur. Ça peut être une collectivité, ça peut être le ménage parce que ça peut être le citoyen lui-même, ça peut être une entreprise parce qu'il y voit un intérêt pour ses salariés. Mais en France, on a systématiquement le réflexe business model assurance maladie. Et donc ça, c'est vrai que ça freine énormément les initiatives et les financements derrière des investisseurs parce qu'on sait que l'assurance maladie, en tout cas sur le court terme, tant qu'elle n'a pas la preuve d'un modèle du retour sur investissement, etc., et que ça prend des années et des années de mettre en remboursement de l'assurance maladie des choses nouvelles. Donc, il faut pouvoir justement aider dans le côté innovation et la construction des business models. Et c'est là qu'on y travaille au sein du groupe Caisse des dépôts. Alors, tu l'as dit, Anne-Marie, hein, c'est un groupe très, très large. D'ailleurs, on ne le sait pas forcément. Hein, on ne sait pas forcément que voilà, La Poste est une des filiales de la Caisse des dépôts, comme BPI, comme Emeis, comme la Banque des Territoires, qui est en fait la Caisse des dépôts. Hein, ça appartient vraiment à l'établissement public. Et donc, on réfléchit dans un contexte complexe, comment est-ce qu'on pourrait être un acteur qui agit pour aider au financement et pour aider à la réflexion, avec plusieurs particularités. On est un investisseur, on est un établissement public, on est un investisseur d'intérêt général, de long terme, donc il n'y a pas d'enjeu de rentabilité immédiate. On a une préoccupation territoriale, avec notamment le rôle joué par la Banque des Territoires auprès des collectivités territoriales. On a un enjeu, on suit les indicateurs financiers, mais on suit aussi les indicateurs extra-financiers. Et puis, on a une logique partenariale, soit entre les filiales, soit avec d'autres acteurs d'investissement. Notre réflexion, elle passe d'abord par la manière dont on peut soutenir certaines de nos filiales, et donc notamment le travail qui est fait par La Poste Santé Autonomie, qui essaye vraiment de développer une vision où l'humain et le numérique se croisent pour répondre aux enjeux du parcours de santé. Et donc ça nécessite effectivement des investissements nouveaux, de l'ingénierie aussi, de la réflexion sur lequel on est en appui de La Poste Santé Autonome. Et puis, ça passe aussi par comment est-ce qu'on prend à la source les investisseurs. Comment est-ce qu'on les aide à construire leur business model et comment est-ce qu'on les aide aussi à montrer la preuve du concept. Parce que ça, c'est ce qu'attendent les financeurs, que ce soit les financeurs privés ou les financeurs, quand je dis privés, notamment par exemple les complémentaires ou bien l'assurance maladie obligatoire. Et donc pour ça, on ne fait pas que financer, on met aussi en place des programmes d'accompagnement et d'accélération, notamment à travers le programme d'accélération prévention mis en place par la BPI, qui accompagne une vingtaine de startups pour les aider à travailler sur les données qui vont permettre de faire l'évaluation et donc la valeur probante du business qu'ils sont en train de mettre en place. On met aussi en place un certain nombre de financements spécifiques comme le fonds Patient Autonome qui est financé notamment par la Banque des Territoires et la BPI qui accompagne là financièrement aussi les startups. Donc ça, ce sont des éléments qui nous paraissent importants. Après, la Caisse des dépôts, c'est un prêteur. Donc on fait du prêt aux établissements de santé, aux collectivités territoriales, aux établissements médico-sociaux. C'est un investisseur. C'est un opérateur avec Emeis, effectivement, ou désormais avec un groupement financier, la Caisse des dépôts est actionnaire majoritaire. Mais, in fine, il faut quand même, ça ne peut pas être un acteur qui se substitue au financement public. Donc on est aussi là pour aider à faire émerger des modèles qui permettent ensuite d'avoir un financement plus pérenne. Ça c'est clair, mais en même temps, c'est nouveau. Hein. Ça veut dire que pour vous, dans la salle, si vous êtes intéressé par le sujet, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un territoire, une opération d'organisation, d'implantation d'un système qui est forcément un système multi-levier, un multi-outil, c'est-à-dire que dedans, il y a du numérique, il y a des professionnels, il y a du domicile, il y a un peu d'investissement, et ça peut être soutenu à condition qu'on commence à réfléchir déjà au modèle
qui se substituera à l'aide une fois que le truc sera lancé. Hein, c'est ça que tu nous dis. Oui, tout à fait, parce que quand on investit en prêt, il faut derrière que les échéances de remboursement soient honorées, donc il y a aussi un sujet d'appréhension du risque. Hein. Quand on investit dans le capital des entreprises, même si on est sur un investisseur de long terme, donc contrairement à des private equity ou à des fonds de pension, on n'attend pas un rendement immédiat, mais il faut quand même que l'activité est une rentabilité. C'est pour ça que le business model est quelque chose d'important. Alors, Dominique, quelle est l'étape supplémentaire qui va vers... Est-ce que l'étape supplémentaire pour vous, une fois que vous vous êtes doté d'outils, de leviers humains et techniques pour apporter au domicile des choses simples et des choses un peu plus compliquées, est-ce qu'il y a une prochaine étape qui pourrait aider les Antoine, par exemple, je dis les, mais enfin pour l'instant il n'y en a qu'un, à monter sur les territoires des projets avec un système numérique, parce qu'il garantit la solidité et le moyen terme de l'opération. Tant que c'est à la gomme et au crayon, c'est compliqué de garantir la pérennité et la coordination de tous les acteurs. Quand on s'avance sur une échelle numérique, on sait que c'est déjà plus solide. ICOP se heurte ou se frotte en tout cas à cette question-là. Donc, est-ce qu'il y a une étape chez vous qui consiste à vous porter volontaire, candidat, pour aider à la construction de plateformes numériques dans des territoires où il y aurait des acteurs qui auraient envie de monter des projets comme ça? En fait, mon sentiment par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'on n'est pas très très loin qu'il y ait enfin une décision autour du repérage des fragilités des personnes âgées sur la base de ICOP, qui s'appuie lui-même sur une approche populationnelle. D'autant plus que, comme l'a expliqué Marianne, il peut y avoir des appuis financiers et d'accompagnement sur les territoires. Donc je pense qu'on a des ingrédients pour que se prenne enfin la première grande décision en France politique de dire on prend un sujet de prévention et on le traite totalement à l'échelle de tout le territoire français. Globalement, je pense que ICOP va trouver un chemin de généralisation et pour ça, il y aura des choix qui seront faits à haut niveau par nos dirigeants politiques et ministériels. Et je pense qu'on peut atteindre dans les 2-3 ans, sur la base d'une approche populationnelle, un ciblage exhaustif de, j'en sais rien, peut-être 2 millions de personnes en situation de fragilité ou potentiellement de perte d'autonomie sur du repérage fonctionnel. Donc, s'il y a cette décision qui est donnée, concrètement, avec quelques choix, quel outil, combien d'outils en France? Je prie pour qu'on ne laisse pas faire la jungle comme d'habitude et l'entropie à la française d'avoir 50 outils. Bon, s'il y a quelques choix structurants qui sont faits, 1, 2 ou 3 outils, j'en sais rien, les acteurs qui vont pouvoir travailler sur ces approches populationnelles, la méthodologie arbitrée par la puissance publique, je pense que là, tu auras tout le monde qui va se mettre en ordre de marche. Si l'État fait ces grands choix-là, sur ce sujet de la prévention et de repérage de fragilité des personnes âgées, tu verras des acteurs qui vont proposer des plateformes de parcours patient, tu verras des approches, tu verras des acteurs qui s'agrégeront autour de tout ça et qui diront mais moi j'ai l'outil de ciblage populationnel à base d'intelligence artificielle et je pourrais repérer les personnes les plus fragiles. Tu verras que tu auras des acteurs du soin qui diront « Ah, mais moi, ça y est, j'ai l'outil en cas de fragilité, insuffisance cardiaque ou insuffisance respiratoire. J'ai le bon outil qui va pouvoir se brancher sur la colonne vertébrale définie par l'État. » Ce qui, aujourd'hui, pose problème, c'est qu'il n'y a pas ces quelques choix. Il faut assumer qu'il faut faire des choix et définir des lignes directrices. Si à ça, tu verras que les outils numériques, on n'aura pas besoin du logiciel Epic des Américains. On aura tout ce qu'il faut chez nous pour pouvoir faire les outils, avec des outils souverains et avec des professionnels de santé qui s'inscriront dans une doctrine nationale. Et sincèrement, je pense qu'on n'est plus très très loin de passer le cap aujourd'hui. Tu es optimiste, toi, Antoine? Moi, en fait, très, parce que, et ça, je pense que c'est une partie où on peut s'entendre. La première question qu'il faut se poser, c'est tous ces modèles-là, est-ce que ça peut marcher chez nous? Parce qu'on n'est pas espagnol, on n'est pas danois, on n'est pas italien. Et ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, ce modèle, comme tu disais, qu'on porte, mais un peu comme ICOP aussi, qu'on déploie aujourd'hui dans 10 territoires, donc ça fait quand même 10 territoires, on parle de 10 départements, dont 2 avec des CHU, donc quand même des gros territoires. On a aujourd'hui plus de 1200 professionnels qui travaillent dans ce modèle et ils ne sont pas payés plus. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? On a demandé à une professeure à Columbia, donc New York,
qui a beaucoup travaillé avec tous ces systèmes étrangers, Kaiser, etc., de dire, mais venez voir ici, pourquoi les gens travaillent comme... Pourquoi est-ce que vous aurez envie de travailler comme ça? Et ce qu'elle a vu, donc elle est allée se promener dans tous ces territoires, c'est que ce sont des modèles qui s'appuient sur des modèles de convivialité, de confiance interpersonnelle, de sens au travail, de dire, mais ma foi, quand on a terminé la journée, on a bien travaillé, on s'est bien occupé de cette personne-là, de notre patient, on a réussi à résoudre ses problèmes, et donc on rentre à la maison le soir et on a le sentiment du travail bien fait. Et par ailleurs, on a conçu, et ça on le constate, c'est-à-dire le fait, par exemple, de faire travailler ensemble des professeurs, des médecins généralistes, des infirmières, ben, ma foi, à la fin, on a ce sentiment d'avoir du bon boulot. Donc ça, ce sont cette confiance interpersonnelle qu'on a ici, les notions de convivialité, de dire, allez, on est ensemble dans ce bateau, ce sont des leviers très forts, en fait, et qui sont beaucoup plus forts. Bien sûr qu'il faut amener de l'argent, des incitations, etc., mais quelque chose qui s'appuie sur le sens profond au travail, c'est un modèle extrêmement puissant et qui va durer longtemps. Alors, et c'est pour ça qu'on peut être optimiste. C'est qu'on peut payer les gens pour faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais ils ne le feront pas bien. Oui. Si on les paye pour faire des choses qu'ils ont envie de faire, on va dépasser les attentes. Et ça, je suis extrêmement confiant. Si on avait le temps, Faty Nourachimi pourrait dire que dans les équipes qui font ICOP, on a cet engagement au travail qui se traduit par un enthousiasme. Oui, oui. Je vais juste dire 3 phrases, si vous me le permettez. L'ancêtre d'ICOP, on avait un protocole de coopération initialement qui avait commencé en 2012. C'était un peu l'ancêtre d'ICOP, Step 2. Les infirmières, elles faisaient de la formation, elles prenaient sur leur temps personnel, elles étaient payées quasi peanuts pour aller passer 1h30 à faire de l'évaluation, etc. Et elles le faisaient, elles en étaient ravies. Et après, les retombées sur leur activité professionnelle parce qu'elles avaient créé un réseau de professionnels qu'elles ne connaissaient pas dans l'écosystème dont elles évoluaient et avec qui elles travaillaient. Donc c'est vraiment, je rejoins totalement ce que vous dites, parce qu'il faut aussi réfléchir les métiers d'aujourd'hui qui leur redonner un sens. D'ailleurs, les jeunes le demandent, le redemandent. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Oui, c'est un point très important. On aura une table ronde sur le sujet demain, sur le sujet de l'engagement et de l'engagement au travail. Et donc, avant peut-être de vous faire poser une question ou deux dans la salle, si je ne me fais pas gronder, non, ils sont partis, on va en profiter. Vite. Ah, non, j'ai un signe, mais je ne vous ai pas vu. J'ai vu, il levait juste un peu la main, peut-être pour se gratter la tête. Donc, voilà. Que l'exposition ferme ses portes et nous attendons une salle de conférence pour la remise des trophées. Bon, bah, merci. Bravo à eux. Merci.